Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Plan Large, vous êtes bien sûr à l'écoute d'Alternante FM 98.1 Nantes, 91 du côté de Saint-Nazaire. Et je suis dans les studios avec Macha Millard. Bonjour. Bonjour, здравствуйте. On se retrouve comme tous les ans maintenant, rendez-vous habituel pour vous parler de ciné, univers ciné russe, donc le cycle du cinéma russe qui a lieu au 14A prochainement au mois de février. Du 7 au 12 février, exactement. Alors, du 7 au 12 février, alors avec pas mal de films et pas mal d'invités. Hein. Il y a combien d'invités? J'ai vu 7 invités. 7 invités quand même, c'est pas rien. Non. Donc on y reviendra un petit peu avec, comme tous les univers ciné, 4 films en compétition. C'est ça, 4 premières œuvres, premier long métrage de fiction. Et puis plein d'autres films qui nous permettront de voir à la fois il y a des films un petit peu historiques, je pense par exemple Moscou ne croit pas aux larmes. Oui, un classique soviétique. Qui a eu le prix qui a eu un Oscar en 1980, je crois, quelque chose comme ça. Et puis donc des films historiques, un petit peu, quand je dis historique, dans le sens de l'histoire, du patrimoine, voilà. Et puis d'autres films bien sûr pour aborder un certain nombre de sujets. Et j'ai noté en particulier 2 films qui parlent du fanatisme religieux, fanatisme religieux musulman d'un côté, fanatisme religieux catholique de l'autre, même si effectivement orthodoxe, chrétien. Voilà, et même si effectivement le film traitant du fanatisme musulman fait plus écho, en tout cas aujourd'hui en France. Alors est-ce qu'il y a une ligne directrice qui est ressortie de votre sélection, Macha, avec l'équipe de ciné russe? Parce que des fois, même sans le vouloir, finalement, à travers les films, il y a quelque chose une espèce d'atmosphère qui fait qu'il y a peut-être une ligne directrice qui se retrouve à travers les programmations des films qui sont tous des films récents à part les films du patrimoine. C'est exactement le cas. Après avoir fait notre sélection, on s'est dit qu'il y avait un grain de folie qui courait à travers de tous ces films. La folie sous toutes ses formes, folie des hommes dangereuse, folie douce, folie amoureuse, enfin toutes sortes de folies. Et ça ne se retrouve pas forcément dans tous les films absolument, mais dans une grande partie d'entre eux. Mmh. La folie, l'extravagance, mais aussi à travers cela, peut-être la tolérance. Je te parlais du fanatisme religieux, mais il y a aussi un certain nombre de films qui parlent de tolérance. Je pense à Zoologique, par exemple. Oui, à Zoologie, au Terrain de foot, qui sont 2 films, effectivement, qui vont parler de l'exclusion de la tolérance. En réalité, les 2 films qui parlent de fanatisme religieux traitent aussi, d'un certain point de vue, de la tolérance. Zoologie, oui, ce sera une avant-première. C'est un film dont vous avez peut-être vu le premier film du même réalisateur, Classe à part, qui était déjà un film extrêmement fort. Donc un film d'Ivan Tverdovsky, qui raconte l'histoire d'une femme d'un certain âge qui vit chez sa mère, qui travaille dans un zoo, qui a assez peu de relations avec ses contemporains, plus avec les animaux du zoo, et à qui un jour pousse une queue. Voilà, et ça va lui ouvrir de nouvelles portes, des bonnes, des mauvaises, on le verra. Donc avec un petit peu de fantastique dans une ambiance très réaliste. Très réaliste. Mais c'est intéressant ce que vous dites, effectivement, plus proche des animaux que finalement des hommes, et il y a une forme de transformation. On n'est pas dans Kafka, bien sûr, mais il y a une forme de transformation qui se fait peut-être, je sais pas, j'ai pas vu le film, mais le fait d'être si proche, peut-être arriver à commencer de devenir elle-même animal, peut-être que c'est mieux que les contemporains, je ne sais pas. Peut-être, on peut sans doute interpréter le film de cette façon, en tout cas de se retrouver différente de ses contemporains et de voir quel va être le regard porté par les autres sur elle. Et donc le terrain de foot, on disait que ça touchait aussi un peu cette oui, dans une ambiance thématique, totalement différente. C'est un film pour ados, mais pas seulement. Il a eu le prix du public au Festival de cinéma russe de Donfleur il y a quelques mois. Et il raconte l'histoire d'une bande d'amis qui jouent au foot dans une cité d'une grande ville et qui retrouvent sur leur terrain un jour des Caucasiens
Et il va falloir soit partager le terrain, soit le jouer entre l'un et l'autre. Donc un film qui semble parler de football, mais qui est aussi sur l'amitié, les premiers émois, la tolérance essentiellement. Et ce sera un film qui sera en compétition, donc projeté 2 fois. Le vendredi après-midi, ce sera suivi d'un débat. Les 2 fois d'ailleurs, le producteur du film sera présent. Et le vendredi après-midi, ce sera suivi d'un débat avec des jeunes d'Unicité. Donc ils n'ont pas encore, je pense, regardé le film, mais ils vont le faire, ils vont préparer quelque chose et discuter avec le public du film à l'issue de la projection. Et est-ce que pour ce film-là, parce qu'on parle de foot, c'est vrai que le foot, c'est un univers qui est à la fois fantastique dans la mesure où c'est une équipe qui doit jouer pour pouvoir gagner, donc il y a l'esprit d'équipe, en même temps il y a cette opposition à une autre équipe, on doit gagner face à l'équipe, et on voit aussi quels sont le comportement que peuvent avoir un certain nombre de fans de foot qui sont absolument intolérables, donc c'est le milieu de toutes les démesures, et ça présente peut-être un petit peu en petit ce que peut être notre communauté de vie globale, que ce soit en Russie ou chez nous en France. Est-ce que vous avez pensé éventuellement inviter, je sais pas, des jeunes équipes de foot pour voir comment ils voient ce film, qu'est-ce que ça leur parle? Tout à fait. Donc, on va prévenir les clubs de foot de la région. On avait à un moment imaginé inviter un joueur de foot peut-être de l'équipe de Nantes, mais comme on a déjà pas mal d'invités pour ce film, entre le producteur, les jeunes d'Unicité qui vont le présenter, on va s'arrêter là. Et le film, il faut dire, a été... l'idée du film est venue après des événements qui ont eu lieu, si je ne me trompe pas, en décembre 2010 à Moscou, des émeutes raciales suite à des affrontements entre supporters de foot. Oui, tout à fait. Mais là, c'est pas du foot dans des grandes équipes, même si on aperçoit de temps en temps un club professionnel. C'est sur un petit terrain où ils jouent à 4-5. Oui, mais ceci dit, dans l'esprit des petites équipes, il peut y avoir le côté aussi cloche-merle parfois. Oui, ça c'est celui d'à côté. C'est pas, c'est mon équipe. À tous les niveaux, de toute façon, on retrouve des fois ce fanatisme de certains pour une équipe, alors que ce n'est finalement qu'une équipe, qu'un jeu. Ça ne devrait être qu'un jeu qui devrait nous rapprocher, en tout cas. Oui. Je vois. Donc ça, c'est un des premiers films où on va déjà voir la compétition en particulier. Il y a un film No Comment, donc justement sur un jeune allemand en rupture avec la société, avec sa famille, qui se convertit par amour à l'islam et qui se retrouve en Tchétchénie. Et là-bas, il y a aussi un capitaine de l'armée russe. Donc là, je sais pas exactement l'histoire. Et chacun, tous les deux ont l'habitude de mener un journal vidéo, en fait, toujours une petite caméra à la main. Donc on a différents points de vue sur les mêmes événements. Le jeune Allemand qui se retrouve en Tchétchénie, il n'est pas du tout va-t-en-guerre, il se retrouve un peu embarqué comme ça dans cette histoire, embrigadé. Et là encore, il y a à la base du film des faits réels, puisque des documents vidéo ont été remis au réalisateur dans l'idée de faire, dans un premier temps, un film documentaire, des vidéos qui avaient été trouvées, soit tournées par les forces spéciales en Tchétchénie, soit trouvées dans des camps rebelles, et ça lui a inspiré cette histoire. Donc il n'a pas fait un documentaire, mais un film de fiction, mais basé sur des événements réels. Et c'est un film avant tout qui se veut contre la guerre, etc., qui se situe en Tchétchénie, mais qui a une actualité certaine, on ne peut pas en douter. Et le réalisateur a volontairement, et qui sera présent pour le festival, a volontairement brouillé les pistes parce que, par exemple, les uniformes des soldats russes ne sont pas du tout ceux sont différents de ceux qui étaient en usage pendant la période de guerre en Tchétchénie. Alors il faut peut-être aussi faire attention, on dit ça fait écho évidemment par rapport à ce qu'on entend, les jeunes qui vont en Syrie, mais là en Tchétchénie, pour le coup, effectivement on était peut-être sur des gens qui pouvaient être radicaux, mais qui aussi, pour certains, considéraient défendre leur propre territoire, et puis on n'était pas sur le phénomène Daesh qui, c'est... Donc il ne faut pas non plus faire à l'origine, la comparaison. À l'origine, non, même si finalement en Tchétchénie se sont retrouvés beaucoup de combattants de différents pays, y compris des Allemands,
Et puis maintenant, sans doute, il y a un certain nombre de Tchétchènes qui vont en Syrie aussi, qui Voilà. sont parmi les plus radicaux. C'est aussi le problème de tous les gens qui font la guerre et qu'est-ce qu'ils font après. On se rappelle Conan de Tavernier c'est des Français qui étaient une équipe de choc. Et effectivement, qu'est-ce que font ces gens-là qui ont fait des horreurs après une guerre, en fin de compte. Soit ils continuent, soit on ne sait pas trop ce qu'ils font. Donc ça, c'est un des 4 films qui seront donc en compétition. Il y a autrement aussi Le Recouvreur de dettes. Oui, Collector en russe, là encore un premier film et un exploit technique et narratif, puisque il s'agit d'un film avec un seul personnage dans une seule pièce. Alors, à la fin du film, on peut, si on n'est pas prévenu avant, ne pas s'être rendu compte qu'il y avait un seul personnage, parce qu'il est toujours au téléphone, il échange avec des gens à travers la porte, donc il y a on entend d'autres voix, mais il y a un seul acteur à l'écran. D'ailleurs, un acteur, Konstantin Chrabensky, qui est un très bon acteur et célèbre, et qui a sans doute accepté ce premier film à tout petit budget, tourné en très peu de temps, à cause de ce défi. Et c'est un film avec un suspense haletant et une grande réussite. Et le réalisateur qui sera présent, Alexei Krasovski, se veut indépendant et tient beaucoup à son indépendance, n'a pas voulu demander de subvention et a fait appel à ses amis, à ses fonds propres, etc. pour tourner ce film à petit budget, tourné en 7 nuits, je crois, parce que l'action se passe dans une nuit. Il a fait du crossfooting, il n'était pas recouvreur de dettes, mais il a essayé de recouvrir son budget en tout cas. C'est possible qu'il ait fait une campagne de crowdfunding. Et recouvreur de dettes, le titre, c'est un recouvreur de dettes réellement privé. Oui, c'est ça, c'est un homme qui est employé pour récupérer les dettes de gros emprunteurs, récupérer des grosses dettes, et qui se soucie peu de la morale, qui est un maître pour exercer des pressions psychologiques, raconter des histoires, se faire passer pour quelqu'un d'autre et obtenir le remboursement de ses dettes. L'homme qui change de visage selon les personnes. Oui, qui est très à l'aise dans la vie, très riche, etc. Mais il va se retrouver pris pour cible et la situation va grandement changer pour lui. Bon. Alors, au dernier film, un titre tout à fait autre, L'Union des chiffres molles. Et une ambiance complètement différente. Oui, un film très original sur une bande de jeunes qui sont à la fois sportifs, révolutionnaires, poètes, philosophes. Ils sont un peu tout à la fois. Romantique peut-être aussi. Oui. Qui veulent changer le monde. Voilà. Et il y a un jeune Vanya qui se retrouve parmi eux et qui lui est dans une existence bien sage avec sa maman, et il va être un petit peu ébloui, entraîné. Et c'est un film extrêmement touchant, décalé, drôle, un peu punk par certains aspects. Un film très surprenant, très intéressant. Et le réalisateur, là encore, sera là. Mikhail Mestetsky, qui est un touche-à-tout, puisqu'il a un groupe de rock, qu'il est réalisateur, monteur, scénariste, acteur. On va montrer un de ses premiers courts-métrages, Les Jambes, un atavisme, pendant le festival. Et l'année dernière, on avait montré déjà un de ses courts-métrages qui devait s'appeler quelque chose comme Détail insignifiant d'un épisode anecdotique ou quelque chose comme ça. Et il était aussi le scénariste d'un film à beaucoup plus gros budget qu'on avait projeté l'an passé, qui s'appelait Le légendaire numéro 17 sur le hockey, le monde du hockey. Voilà. En tout cas, on voit dans la compétition 4 films qui sont tournés par des Russes en Russie, mais dont les sujets finalement sont très très universels. Oui, très universel, même si on aura l'occasion de voir dans l'Union des chiffres molles, justement, la campagne russe. C'est un regard russe, mais qui pourrait tout à fait être transposé. Mais il nous semblait intéressant, justement, de choisir ces films qui ne ressemblent pas à énormément de films qu'on peut voir par ailleurs, qui présentent vraiment un regard nouveau. On va faire une petite pause musicale. Vous nous avez apporté, Macha Meillard, quelques choix musicaux que vous avez faits. On va débuter par quoi ?
Par exemple, par le premier fichier qui est sur la liste que je vous ai donnée, Kurara Chibana, qui est une chanson qu'on entend dans le film Le terrain de foot. D'accord. Ah ben, on se retrouve dans quelques instants. Не смотри на меня так, Курара Чибана. Я ни в чем не виноват, Курара Чибана. Здесь климат своеобразный, разный народ и системы разные, и звуки, и знаки на стенах, и странные надписи. Не смотри на меня так, Курара Чибана. Я ни в чем не виноват, Курара Чибана. Сделай стекла для глаз, чтобы видеть большую луну. Здесь так сложно бывает после 5 уснуть. Здесь никогда не деревья облика. Вот тебе мой лоскуток облака. Не смотри на меня так, Курара Чибана. я ни в чем не виноват, Курара Чибана. Здесь, кажется, пахнет опасностью. Ослабь свои желтые пальцы, оставь себе этого юнца. Напрасно сгущаешь краски, маленькая страстная, в своем танце. Не смотри на меня так, Курара Чибана. Я ни в чем не виноват, Курара Чибана. Не смотри на меня так, Курара Чибана. Я ни в чем не виноват, Курара Чибана. Курара Чибана. Voilà, donc on se retrouve après ce petit morceau assez entraînant, en même temps une espèce de percussion, alors que c'est pas des percussions, mais un rythme un peu sourd. Oui. On a tendance à avoir presque des gros tambours derrière. Et normalement, vous devriez la chanter après l'avoir entendue pendant quelques jours. D'accord, bah c'est gentil. On parlait du patrimoine, donc on reviendra peut-être sur les films du patrimoine, mais il y a aussi, je dirais, le patrimoine ou l'histoire de la Russie qui est intéressant de voir pour nous qui sommes des gens extérieurs. Et je pense à deux films qui nous parlent d'une chose qui est plus ancienne, peut-être plus récente, mais qu'on ne connaît pas forcément en France. Je pense au film La valse du Sorbier qui nous parle de femmes qui ont aidé à faire un certain nombre de choses après la guerre à partir de 1944.
Oui, là encore, le producteur qui viendra présenter le film a été inspiré par un article qu'il a lu dans les journaux et qui parlait de ces femmes qui, en 1944, alors que les hommes étaient sur le front, beaucoup étaient déjà décédés, il a été décidé de former des bataillons de jeunes femmes entre 17 et 20 ans, donc très jeunes femmes, pour déminer les terrains qui avaient été repris à l'Allemagne nazie, dont les Allemands étaient partis et qui étaient couverts de mines. Donc elles ont été formées extrêmement rapidement. Et c'était forcément des missions extrêmement dangereuses, mais on voit dans le film que malgré tout, ce sont des jeunes femmes, donc il y a l'amitié, il y a l'amour, il y a tout ce genre de choses qui continuent à être présents. Il y a eu beaucoup de femmes qui ont participé comme ça, c'était des centaines, des milliers Je ne sais pas exactement. Il y en a eu, c'était un décret qui a été édité pour pouvoir faire appel aux jeunes femmes, mais je ne sais pas exactement combien de personnes ça a concerné. C'était pas des éducatrices cette fois-ci, comme à Tchernobyl. C'est vrai que aussi apparemment il y a eu comme l'habitude de pouvoir, la capacité de pouvoir d'un seul coup, c'est peut-être l'habitude de la planification. Oh, on a besoin de personnes, clac, on a tout de suite, on est capable de pouvoir amener tant de personnes pour pouvoir répondre à telle problématique. Oui, et sans doute le fait que la communauté soit placée avant tout, avant l'individu, il faut faire ça pour le pays, donc on le fait. Il y a pas. C'est profondément ancré. Oui, même si aujourd'hui, en France, vous sentez cette différence entre les Français qui sont peut-être très individualistes et puis plus dans les traditions, dans les habitudes. Oui, même si aujourd'hui l'individualisme se développe en Russie aussi, mais il y a toujours ce côté quand même de groupe autour d'une nation qui se reconnaît dans une nation. Oui, c'est intéressant. Les Français devraient peut-être en prendre de la graine parfois. Alors, des fois, peut-être le côté nation, tous ensemble, c'est peut-être pas forcément toujours positif, mais bon, là, pour le coup, on peut peut-être dire, voilà, c'était fait pour améliorer le terrain. Autrement, parole de pionnier qui nous parle de jeunes pionniers, donc je ne sais pas à quoi on pourrait les comparer, parce que quand on lit le pitch, on se dit waouh là, attention, c'est pas les jeunesses pionnières ou les jeunesses hitlériennes, les jeunesses, je sais pas. C'est un peu tout ça, c'est entre les scouts, les jeunesses communistes, c'était les jeunesses communistes. En réalité, tous les enfants, pendant la période soviétique, faisaient partie de ces organisations pour la jeunesse. Les plus jeunes faisaient partie de ce qu'on appelait les enfants d'octobre. Après, elles devenaient des pionniers jusqu'à l'âge d'à peu près 15 ans. Et après 15 ans, pour les jeunes adultes ou les adolescents, c'était les Komsomol, l'organisation des jeunesses communistes. Mais toutes ces organisations étaient très politisées. C'est-à-dire, politisées. Oui, c'était... les enfants apprenaient des chansons, des poèmes sur Lénine, apprenaient à défendre le parti, etc. Mais je pense que la plupart d'entre eux le prenaient un peu comme un cadre. Et aujourd'hui, beaucoup se souviennent parce que c'était actif dans les écoles, c'était actif pour les camps de vacances, donc ils étaient tous pionniers, ils se retrouvaient tous après l'école, pendant les vacances, donc la plupart en ont aujourd'hui, beaucoup en ont en tout cas une certaine nostalgie et de bons souvenirs. Une forme d'éducation populaire un petit peu poussée un peu plus loin. Oui, c'est ça. Et ce qui est paradoxal, c'est que leur slogan est le même que pour les scouts, toujours prêt. D'accord. Alors que l'idéologie est en principe opposée. Mais il y a des points communs, ils ont des petits foulards, ils se retrouvent en détachement, en section, ils prêtent serment, etc. Donc c'est à la fois solennel, ça obligeait en principe à bien se comporter, là encore, devant les autres, devant la société. Voilà. Donc, le film le présente sous un jour assez nostalgique. Parce que le but du film est en partie, d'après les auteurs, de montrer aux enfants d'aujourd'hui comment ont vécu leurs parents dans leur jeunesse.
leur montrer que... Oui, il y avait une forme d'embrigadement, mais pas au même titre qu'on peut avoir les jeunesses fascistes ou les jeunesses hitlériennes, peut-être plus un peu, je fais un parallèle, je sais pas, avec Israël, les kibboutz ou des choses comme ça. Oui, il y avait quand même un aspect un peu militaire, oui. Ouais. Mais c'est ça apprenait en principe à faire de bons citoyens communistes. Ça a complètement disparu maintenant ou... Il y a des pionniers, alors je ne sais plus s'ils ont gardé exactement, non, ils n'ont pas gardé, je crois, le même nom, mais qui tentent à se reformer, organisés par l'État aussi. Il y a régulièrement des tentatives pour les relancer, et là, il y en a une récemment qui commence à prendre de l'ampleur. Et c'est ce qui permettait ensuite d'avoir des grands spectacles de fêtes de la jeunesse, non ? Oui, aussi, bien sûr, toute la jeunesse allait dans le même sens. Donc, je pense à ça, parce que je repense en France, il y a eu aussi à un moment donné des fêtes de la jeunesse qui existaient. Je pense à Rennes, par exemple, il y avait une fête de la jeunesse, et alors c'était autour, il y avait effectivement des Lagrange ou les Francas, des jeunesses plutôt liées effectivement peut-être au Parti communiste ou des choses comme ça. Donc pour ça, je repense à cet esprit-là où effectivement il y avait l'apprentissage. On parlait encore tout à l'heure les terrains de foot, c'est l'apprentissage d'équipe. Là aussi, ça va dans le sens dont on disait déjà. Le fait d'être en groupe, d'être la nation, et là encore, ça reforme encore l'idée de on est tous différents, mais on forme une nation, on est tous unis en même temps. Oui, c'est ça. Ouais. On ne pense pas d'abord à soi, mais d'abord au collectif. D'accord. Bah donc deux films comme ça qui nous permettent de voir un petit peu, de comprendre un certain nombre de choses. On reviendra sur d'autres films, mais je voulais revenir sur donc les films du patrimoine. Donc on a parlé effectivement Moscou ne croit pas aux larmes. Donc c'est un film grand classique soviétique de 1979 que tous les Russes connaissent par cœur, mais je suis à peu près certaine que tous les Russes de Nantes viendront malgré tout le revoir sur grand écran. Donc il a été oscarisé, il passe régulièrement à la télé. Je vous dis, tous les Russes le connaissent très bien. Même les étudiants à l'université de Nantes, quand ils ont commencé à découvrir le programme, les étudiants d'origine russe me disent « Oh, vous passez Moscou ne croit pas aux larmes, j'irai le revoir, j'emmènerai mes amis. » Même les jeunes sont vraiment fans de ce type de cinéma. C'est un mélodrame, c'est quoi le titre? Fait penser à un mélodrame, mais je ne sais pas. Oui, c'est l'histoire de 3 femmes. L'action s'étale sur 20 ans. C'est 3 femmes qui arrivent à Moscou et leur destin croisé. Voilà, donc on rit, on pleure, on s'émeut. Dans les grands classiques, les grands traditionnels du film soviétique, extrêmement bien joué, bien interprété. C'est marrant parce que la photo qui illustre sur votre site, elle est très... Je trouve qu'elle est très marquée temporellement. Oui, mais c'est un film très marqué. Très marqué, oui. Mais même si le sujet, lui, est universel, mais dans les images, bien sûr. Autre film du patrimoine, même s'il n'est pas si vieux que ça, mais c'est déjà un film du patrimoine, c'est Coup de soleil. Coup de soleil, oui, du patrimoine par son réalisateur peut-être, mais autrement c'est son dernier film, il est de 2014, donc c'est un film tout à fait récent. Donc le dernier Mikhalkov, dernier Nikita Mikhalkov, qui a un sujet historique puisque ça se situe pendant la guerre civile, donc fin des années 1918 à peu près, et avant la Révolution. C'est un film de Mikhalkov comme on les aime, avec des acteurs extrêmement bien filmés, de l'émotion, de l'amour, une dimension historique. Et où on parle effectivement d'un officier blanc qui se remémore ses rencontres avec une belle inconnue. Voilà. Et l'officier blanc, on le retrouve dans un autre film, c'est un général blanc cette fois-ci, dans Contribution. Là aussi, ça se passe d'ailleurs à la même période. C'est dans la ville de Perm cette fois-ci, alors que le précédent c'était dans le sud de la Russie. Et qui raconte donc la contribution. Un officier blanc qui se retrouve à Perm et qui n'a absolument plus aucun moyen pour ses soldats, ni de quoi les nourrir, de quoi les habiller, de quoi leur fournir des armes, et qui fait appel aux notables locaux pour qu'ils viennent en aide à leur pays, leur partie blanche en partie,
en particulier, puisque c'est pendant la guerre civile. Et une jeune et jolie veuve apporte un diamant magnifique qui disparaît presque aussitôt. C'est presque un huis clos. Il y a quelques scènes en extérieur, mais c'est un peu l'ambiance des Sherlock Holmes, Agatha Christie, etc. Poirot, Voilà, c'est ça. Il y a un révolutionnaire, donc un rouge, qui est sur le point mais qui est un enquêteur et qui est sur le point de se faire exécuter et qu'on appelle à la rescousse pour découvrir le fin mot de l'énigme, mais qui aura la vie sauve s'il trouve la réponse. Oui, puisque là, pour le coup, c'est les blancs qui sont majoritaires là et Oui. il risque sa peau. Ouais. Oui. D'accord, donc voilà, des tensions, un film de tension et tout ça, donc ça peut être assez amusant. Est-ce qu'il y a d'autres films du patrimoine que je n'ai... Il y a un film qu'on peut déjà classer dans les films de patrimoine, c'est Luna Papa, il est de 1999. Un film international parce que dans la production, il y a la Russie, l'Allemagne, l'Autriche, la France, la Suisse, le Japon, le Tadjikistan, etc. Wow. Il a été tourné au Tadjikistan. Le réalisateur Bakhtiar Koudoy-Nazarov est un Kirghize qui est décédé l'an passé alors qu'il était encore très jeune. C'est une forme d'hommage qu'on lui rend en reprogrammant ce film qui avait été primé d'ailleurs au festival Trois Continents il y a bien longtemps à Nantes. Et qui est sans doute le film d'Asie centrale, peut-être le plus connu. Une comédie loufoque, un conte absurde, surréaliste, burlesque, lyrique. C'est un film magnifique. Ce que sont capables de faire les Tadjiks, c'est assez curieux, parce que des fois on a à côté l'image du Tadjikistan triste, du moins un pays assez dur en tout cas, et ils sont capables, je crois que c'est chez eux qu'il y avait aussi Le Singe ou un film comme ça, des films très très décalés en termes d'humour. Et puis là, je sais que le tournage a été particulièrement compliqué parce que c'est dans le désert, un village qu'ils ont construit sur le bord d'un lac. Il faisait très chaud la journée, froid la nuit, il y avait des moustiques, il y a un assistant du réalisateur qui a été enlevé, parce que c'était une période où il y avait des troubles politiques. Donc, Bakhtiar Koudoy-Nazarov rêvait d'une grande réunion de l'Asie centrale, etc., mais c'était encore très tendu à l'époque. Et on découvrira qu'il y a des acteurs américains qu'on ne connaissait pas, il y a Tom Cruise. Tom Cruise, oui. Oui. Bon, ben voilà, c'est ça. Auquel on ne peut pas résister, forcément. Absolument, c'est normal. J'ai vu qu'il y a un certain nombre de courts-métrages qui seront proposés. Des fois, ce sont des courts-métrages en tant que tels, mais aussi, en fait, des propositions qui ont été faites à un certain nombre de réalisateurs de travailler sur une thématique. Donc, il y avait le ciné-train en particulier, et aussi un hommage à la ville de Saint-Pétersbourg. Et enfin, vous avez un programme de courts-métrages. Donc, du coup, tout ça fait toute une série de courts-métrages. Ouais. Personnellement, j'apprécie beaucoup les courts-métrages et j'aime bien, c'est ça, ces différents regards avec un point commun, mais qui s'enchaînent. Donc, Ciné-Train, effectivement, c'est un projet à la fois russe et international. Russe parce que les auteurs du projet, les producteurs sont un Français installé à Moscou et une Russe. Et ils font venir des jeunes cinéastes du monde entier. Là, pour cet opus de Ciné-Train, ils viennent de 14 pays différents. Et ils embarquent pour un mois ensemble. Pendant ce mois, ils doivent trouver des sujets, les tourner, les monter, et arriver avec un film fini. Là, ils ont fait 10 000 kilomètres à travers la Russie. Ils avaient un thème qui était l'hiver russe et les stéréotypes sur la Russie. Donc, à voir ce qu'ils ont fait de ces stéréotypes. Et ça s'appelle Ciné-Train parce que ça fait référence au Ciné-Train des années 30 de Medvedkin qui avait un train dans lequel, justement, il montait des films. Il allait, mais lui, à la rencontre des ouvriers des usines qu'il filmait. Le soir ou après, il montait les films et il leur montrait immédiatement après le résultat de ce qu'il avait fait. Donc c'est un hommage à Société des trains. Et donc ces films ont été montrés aux gens sur le parcours du train ou pas ? Là, peut-être pas tous en tout cas, parce que ils avaient différents sujets sur un mois. Parce que pour les stéréotypes, c'est intéressant de voir nous le regard qu'on a, de voir effectivement moi j'ai aussi ce stéréotype sur les Russes, mais les Russes comment ça les interpelle ? Parce que des fois, si on a un peu d'humour, on peut dire oui effectivement c'est un peu le stéréotype qu'on peut donner. Et vous te regarde
Ouais, c'est tout à fait intéressant justement le regard. Alors, les stéréotypes sont ceux qu'on peut attendre, ou en tout cas une partie, l'hiver, l'ours, la vodka, la lada, etc. Et non, c'est des regards neufs et frais sur ces stéréotypes. On pourrait peut-être essayer de proposer aux producteurs bretons de nous faire un Trobrez un peu sur la même chose, ça pourrait être assez drôle. Saint-Pétersbourg, 7 réalisatrices. Oui. Alors là, c'est un film très féminin parce que c'est 7 jeunes réalisatrices qui ont tourné 7 courts-métrages pour ce film à sketch, Pétersbourg seulement par amour, qui sera projeté d'ailleurs en film de clôture dimanche soir, dimanche 12 février. Et leurs histoires mettent beaucoup de femmes en scène. Et là encore, cet ton très différent, cette atmosphère très différente. Ça peut être l'amour filial entre une fille qui est déjà maman et sa mère, entre un enfant et sa mère. Ça peut être l'amour passionnel, ça peut être la recherche de l'amour. Il y a tout un tas de déclinaisons différentes sur ce thème. Et bien évidemment, un amour pour Saint-Pétersbourg, où sont tournées toutes les histoires. Et pour les personnages des films qui sont filmés avec beaucoup de tendresse. Et il y a des films de certaines de ces réalisatrices qu'on a déjà montrés à Nantes, par exemple. Un qui avait beaucoup marqué, même si c'était il y a longtemps, c'est le film de Elena Bouchkova, Peter FM. L'année dernière, ou il y a 2 ans, on avait montré encore une année d'elle. Donc des femmes à suivre, jeunes, qui nous montrent de jolies histoires. Et justement, la place de la femme dans le cinéma russe, quand je dis la place de la femme en tant qu'actrice, en tant comme personnage, entre éventuellement ce qu'on peut imaginer des films de propagande soviétique, où éventuellement il y avait l'ouvrière, etc., l'héroïne, à aujourd'hui, quelle place elle a avec le recul qu'on a? Est-ce qu'elle a une place différente de ce qu'on peut voir dans le cinéma européen ou le cinéma américain, ou est-ce que c'est équivalent, ou est-ce que plus en retrait? Est-ce que vous pouvez avoir un peu... Aujourd'hui, il y a vraiment... Il y a un certain nombre, il y a pas mal de films dans ce qu'on propose, dans les inédits, les films tout à fait récents, qui sont réalisés par des femmes, ou produits par des femmes. Donc il y a vraiment, dans ces dernières, cette dernière dizaine d'années, des femmes qui s'affirment en tant que réalisatrices et pas simplement en tant qu'actrices, etc. Et il y avait, même pendant la période soviétique, des femmes, pas extrêmement nombreuses, mais marquantes, notamment parmi les actrices. Il y en a qui ont laissé une trace très importante. Mais le cinéma féminin se porte bien en Russie aujourd'hui. Oui. Dernière sur les courts-métrages, il y a toute une série de courts-métrages aussi. Cette fois-ci, c'est des courts-métrages sans avoir de fil conducteur particulier, mais coproduit Russie-France. Simplement un des courts-métrages est fait par un Russe, mais c'est une production française. C'est le moins récent d'entre eux. C'est Au bout du monde, que vous avez peut-être déjà eu l'occasion de voir, de Konstantin Bronzit. Il y a deux courts-métrages de Konstantin Bronzit qui sont des films d'animation dans ce programme de courts-métrages. C'est pour ça qu'on a mis Russie-France, c'est simplement pour ce film-là, qui sont des films à la fois plein de poésie et d'humour. Les 3 autres courts-métrages sont des films. Il y en a un, dont on a déjà parlé, Les jambes à natavisme, qui est de Mikhail Mestietsky, le réalisateur de l'Union des chiffres molles. Là encore dans l'absurde. Oui. Il y a beaucoup d'absurde dans cette série de courts-métrages, des petites touches de décalage. Oui, c'est ça. C'est ça. Hors du temps, je tiens à signaler que ce sont des étudiants de russe de l'Université de Nantes qui ont traduit les dialogues pour en faire les sous-titres. Et Libre est aussi un tout récent court-métrage. On tient à passer des courts-métrages, soit devant des films, soit en programme séparé comme ici, parce que ça nous parle aussi du cinéma russe de demain et des futurs festivals. Des futurs... les futurs... gagnants des compétitions du cinéma russe. Oui.
Bien, on va refaire une deuxième petite pause musicale et puis on va finir un petit peu sur la programmation et peut-être autres choses qu'il y a autour, avec notamment les associations, je pense. Oui. Alors, on est deux associations organisatrices, Universiné et Russie étonnante. Ouais, Russie étonnante. Voilà. Et avec tout un tas de bénévoles. Cette année, une campagne de financement participatif, justement, qu'on a, comme l'an passé, mise en place pour réussir à inviter tous ces réalisateurs, à payer tous les films qui sont de plus en plus souvent payants, à monter ce festival. On va se faire une petite coupure et puis on dira un petit peu ce qu'on a écouté. Voilà, donc on va nous expliquer un petit peu ce qu'on a écouté, Macha Millard. On vient d'écouter un extrait de la bande originale du film Luna Papa. La bande originale est due à Daler Nazarov, qui est un célèbre musicien tadjik, même si les musiciens tadjiks ne sont pas très connus en France. C'est le moins qu'on puisse dire, effectivement. Je ne sais pas si on en connaît même certains, non ? Pas certains. Non. Bon. Alors, on va continuer un petit peu. Donc, on a parlé des associations avec qui Universiné travaille. Du coup, ça veut peut-être dire Russie étonnante. Il y a peut-être d'autres choses qui vont se faire autour du festival aussi. Tout à fait. On reviendra sur les autres films dont on n'a pas parlé si on a le temps, mais parlons aussi de ce qui va se faire autour. C'est une association extrêmement active sur Nantes et qui organise tous les 2 ans un tour de la Russie en 20 jours. C'est un festival multiculturel qui va se tenir du 25 janvier au 12 février à l'espace Cosmopolis.
avec des De conférences. cette année, 2017. Oui, oui. D'accord. Oui, Donc, donc, qui a déjà débuté il y a. Non, 25 janvier, ça va commencer. Qui a déjà débuté il y a Pardon, oui. 2 ou 3 jours. Oui, c'est ça. Et qui propose à la fois toutes sortes d'animations, des expositions, des conférences, des spectacles de danse, de musique, des initiations, je crois, à la cuisine, à la danse. C'est extrêmement varié. Donc Cosmopolis. À l'espace Cosmopolis, tout près du cinéma 14A. Et du coup, même l'ouverture du festival Univers Ciné se passera à l'espace Cosmopolis, comme on est tout près, ce sera un espace parfaitement adapté. Très bien. Donc les informations peut-être sur le site, on peut voir sur le site de Univers Ciné ou... Oui, vous trouvez toutes les Il y aura informations le lien vers, et sur le site d'Univers Ciné. Vous tapez Univers Ciné -nantes.org. C'est ça, vous le trouvez facilement. Ou sur le site de Russie étonnante, il y a un blog pour le tour de la Russie. Vous avez sur le site de Russie étonnante comme sur le site d'Univers Ciné un lien vers ce blog. Et vous tapez Tour de la Russie en 20 jours à Nantes, vous le trouverez aussi très facilement. Est-ce qu'il y a une recette de cuisine ? Je ne crois pas que sur le site il y ait des recettes de cuisine, mais il me semble qu'il y a des cours de cuisine de prévus, je crois. Alors qu'est-ce qu'il y a de bon à manger en Russie ? Plein de choses. En dehors du caviar, Oui, c'est ça. qui de mon point de vue est très surfait, mais bon, par rapport à son prix. Hein. Je sais pas, il y a des choses classiques, connues, comme le borsch, cette fameuse soupe à base de betteraves rouges et de choux, comme les pelmeni, qui sont des raviolis. Alors je dis russe, ça peut être sibérien, ukrainien, enfin de toute cette ère culturelle qui nous intéresse au sens large. Des raviolis farcis en général à la viande. Il y a la fameuse salade, le hareng sous le manteau, qui a un nom qui... Le hareng sous le manteau. Le hareng sous le c'est joli manteau, comme nom oui. ça. C'est le carpaccio, avec différentes couches, dont du hareng, de la betterave, des pommes de terre, tout un tas de choses. On va pas, je vais pas vous... De la betterave. Moi, je connais, Oui. je fais du hareng avec des pommes de terre et des oignons. Mais j'avais pas Il y a avec aussi des la betteraves pomme de terre. crues ou la betterave cuite ? Cuite, en général, Cuite, dans cette d'accord. salade, oui. Voilà. Donc, plein de choses, le bœuf stroganoff, beaucoup de Mais choses c'est à vrai que, découvrir. vu aussi, d'autant plus que la Russie soviétique, cette fois-ci, s'étendait quand même de une très très grande largeur. Donc on se retrouve avec des choses qui sont très proches de ce qui se fait en Asie. Oui, on vient Et puis, d'écouter. de ce qui, autrement, ça va être ce qui se fait en Europe centrale. Voilà, donc il y a une Ouais, diversité du Nord. finalement. Oui, comme en Europe du Nord, beaucoup de légumes en saumure, comme le chou, les cornichons, etc. Comme on vient d'écouter une musique tadjik, il y a en Ouzbékistan, pas loin, le fameux plof. Donc oui, différentes influences, bien évidemment. Bon, tout est bon à manger. Il Oui. y a que l'alcool dont il faut se méfier, c'est-à-dire qu'il ne faut pas boire d'huile frelatée. Voilà, c'est ça. Ouais, Autrement, c'est la ça. vodka, il faut la boire en mangeant. Oui, et puis il faut la boire de la vraie vodka. Oui. Justement, je rigole là-dessus, mais c'est pas rigolo parce que des gens sont morts. C'est vraiment un problème, cet alcoolisme. Les gens qui n'ont plus suffisamment d'argent, il y a aucun film qui parle vraiment de ça, je pense pas. Où ça a été très ponctuel. Ça a été sous Gorbatchev lors de la loi sèche, parce qu'il avait édicté une loi qui interdisait de vendre de l'alcool à certains horaires. Donc ceux qui ne pouvaient pas s'en passer ont bu. Alors on disait que c'était une belle période parce que les ivrognes sentaient le parfum, ils pouvaient boire du parfum, mais ils pouvaient boire aussi de l'antigel ou toutes sortes de produits. Mais récemment, il y moindre en a eu qui sont morts aussi récemment. D'accord. Oui, et l'alcoolisme, c'est je crois que la plupart du temps, la plupart des années, la principale cause de mortalité en Russie, pour les effets directs ou induits, accidents du travail, accidents de voiture, maladies, etc. Et c'est quelque chose qui n'est pas récent. Qu'on trouve, ça date pas de la Russie actuelle ni de la période soviétique, c'est bien antérieur. Et mais vous aviez même des chefs d'État qui semblaient donner l'exemple. Oui, il paraît qu'il était malade aussi, qu'il avait un problème qui lui donnait cette... Il y avait ça aussi. Bon, alors je suis mauvaise langue. Je n'avais pas fait souffler dans l'alcotest. Alors donc, on n'a pas vu tous les films. Est-ce qu'il y a parmi les films certains dont vous voulez parler en particulier Bon, il y a évidemment les dessins animés pour les enfants, mais pas que pour les enfants. Ils ont toute une série. Il y a 52 minutes de dessins C'est un animés. programme surtout enfant malgré tout, avec un film soviétique extrêmement connu, Carlson,
en fait 2 épisodes de 20 minutes d'après l'écrivaine suédoise, auteure de Fifi Brin d'Acier, Astrid Lindgren. Ça pour les anciens, ça, Voilà, Fifi Brin d'Acier. Mais je pense que beaucoup de Russes s'imaginent que Carlson est un héros russe, puisque ou soviétique, c'est vraiment extrêmement connu comme Moi, je connaissais pas, adaptation. Et les autres sont de petits courts-métrages d'animation aussi, très courts, sans parole. Carlson, il est sous-titré, mais il paraît que les enfants, même sans les savoir lire, supportent assez bien les films sous-titrés et s'y adaptent. Voilà. Il y a un film qui m'a fait tilter, moi, parce que je pense probablement par rapport aux paysages qu'ils peuvent montrer, etc., dans les forêts de Sibérie, au bord du lac Baïkal. Dans les forêts de Sibérie. C'est un film français, celui-ci. Une adaptation, pas seulement une adaptation, mais en tout cas inspirée du film de Sylvain Tesson, qui est parti pour s'isoler à la recherche de lui-même sur les bords du lac Baïkal, vivre tout seul dans une cabane pendant de longs mois d'hiver. Ça doit être beau, mais je ne le ferai pas. Voilà. Dans les films il y a aussi Insight d'un réalisateur qui était notre invité l'an passé, Alexandre Cotte, qui avait présenté Le Souffle, un film sans parole. Celui-ci a des paroles, mais une ambiance très différente, mais mérite bien évidemment le détour. Je pense bien évidemment que tous les films que nous montrons méritent le détour. Et dire un mot peut-être aussi du film de clôture. Non, du film d'ouverture, parce que le film de clôture, on en a déjà parlé. Oui. Le syndrome de Petrouchka, avec 2 très grands acteurs russes, Tchoulpan Khammatova, qu'on a vu débuter dans Luna Papa, justement, et que les Français connaissent peut-être parce qu'elle jouait dans Goodbye Lénine. Mais c'est une très grande actrice russe, et Yevgeny Mironov comme acteur masculin, et c'est d'après un roman de Dina Rubina. Une atmosphère très singulière, une façon à la fois très sobre de filmer, réaliste et avec des éléments de conte également, très beau esthétiquement et très, très réussi. Le pitch est assez énigmatique finalement, et donne malgré tout envie de le voir, surtout quand on voit l'image. Petya est tombé amoureux fou de Lisa alors qu'elle n'était qu'une toute petite fille. Aujourd'hui, il est marionnettiste et sa passion est intacte, mais une malédiction semble peser sur la famille de Lisa. Point de suspension. Oui. Les points de suspension, ça, comme il s'en dit, ça fait penser à plein de choses. Et l'image, c'est justement une jeune fille rousse qui tient une marionnette. C'est vrai que les marionnettes, il y a plein de choses autour des marionnettes, la manipulation, etc. Donc, on est autour de ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce syndrome de Petrouchka? Il faudra le découvrir. Alors, donc, en présence de la productrice, il y aura effectivement la productrice qui sera là. Qui sera là. Et on a aussi une autre femme invitée qui vient présenter son premier film. Malheureusement, on n'avait plus de place dans la compétition, et puis on a eu la confirmation de sa venue un peu tard. C'est Comment je m'appelle, un film qui présente 2 très jeunes filles de 17 ans, je crois, qui partent dans le sud de la Russie pour rencontrer le père de l'une d'elles, qu'elle n'a jamais vu, puisque sa mère est venue en vacances il y a 17 ans et a une aventure avec cet homme. Et elle est saisie d'une crainte au dernier moment, et c'est son amie qui se fait passer pour la fille du monsieur en question. C'est ce qui s'appelle jouer avec le feu, dit le pitch. Voilà, c'est ça. C'est la découverte de la vie pour ces jeunes filles. Ça ne va pas toujours être drôle. Des fois, c'est drôle. Des fois, c'est un peu cru. Voilà. Bien, on a vu... on parlait de Tchétchénie, là, tout à l'heure. Il y a un film aussi qui parle de Tchétchénie, mais d'une autre manière, là, avec La Soif. Un jeune peintre talentueux qui revient de Tchétchénie. C'est le film qui a été primé il y a 2 ans. D'accord. Et donc il revient, et c'est un ancien camarade qui lui a sauvé la vie sur le champ de bataille, il est disparu, donc il reprend contact avec le monde extérieur. C'est vrai que donc là, je suppose que c'est l'histoire d'amitié. Là, on voit effectivement avec le syndrome, pas le syndrome... le terrain de foot. Non, lequel Inside, c'est aussi une sorte d'amour, ou du moins d'amitié, ou du moins de relation. C'est un film très très particulier, l'histoire d'un homme qui devient aveugle, qui pense en finir parce qu'il voit plus d'intérêt à sa vie, et une infirmière
Ils vont avoir une aventure, mais ce qu'ils croient vivre n'est pas vraiment ce qu'ils vivent. D'accord, bon, on est Elle encore peut- dans du Oui, oui, mystère, c'est il y ça. a plein de films qui sont un peu sur le mystère, et donc effectivement la soif c'est aussi comme sur l'amitié, mais aussi on parlait de Roger tout à l'heure, la personne défigurée, comment il reprend pied dans la société, dans la vie, voilà, c'est le retour des soldats, c'est un peu compliqué. Donc on voit une grande diversité. Ouais, c'était un des très beau film, La Soif qu'on avait montré il y a 2 ans, qui avait gagné le prix Universiné, parce qu'il y a un prix il y a un prix du public, il y a un prix du jury pour chacun des 4 festivals du cycle Universiné, festival allemand, britannique, italien et russe, et à la fin de la saison est remis le prix international Universiné au meilleur des 4 films lauréats. Bien voilà, on en a terminé. Merci Macha Milliard. Merci. On va écouter une dernière musique, une dernière chanson. Oui, dont le chanteur et le leader du groupe et le réalisateur du film L'Union des Chiffres Molles, c'est le groupe Shklovski, et le film s'appelle Paquietik. Pardon, pas le film, mais la chanson s'appelle Paquietik. Merci et puis bon festival. Последнего Au Merci revoir. beaucoup, au revoir. Он послал нам на землю племянницу, племянницу, намного менее талантливую стерву и, похоже, пьяницу. Мир есть любовь, учил ее Дани напролет. Но по глазам видел идиотка, не запомнит ничего, только все переврет. Не лучше ли океаном все залить, открыть на кухне кран и забыть, раскочегарить ярко звезду, плеснуть в нее соляркой и бзнуть аж до космических голубин, а потом весь вечер слушать Куина. В досаде и гневе он послал нам последнее, свою собаку Пушка. Пусть, по крайней мере, приобщит к вере хотя бы вон того мужика. Ох, как лаял на меня этот пес, как лаял, но амбиции взяли верх. Сам нашел каких-то живодеров, был прибит к сараю и умер за нас, за всех. В полном отчаянии он послал нам на прощание пакетик из-под пюре. Мяты зеленого цвета, больше, бля, ничего для вас нету. Он стоил 15 ре. Но как пакетик всем нравится, не учат, не пышет, не парятся. Чудо, чудо из чудес. Пакетик, пакетик, пошли мне денег, телок и денег, а соседу инурес. Не лучше ли нам все залить, открыть на кухне кран и забыть, раскочегарить ярко звезду, плеснуть в нее соляркой и взнуть аж до космических глубин, а потом весь вечер слушать